Morning, everyone. Bonjour à tous. Dès le début de la crise, notre gouvernement a annoncé un plan pour mobiliser le secteur industriel de façon à ce qu'on puisse produire rapidement, ici au Canada, les articles dont on a besoin. Depuis, des entreprises d'un bout à l'autre du pays se portent volontaires pour nous aider et, chaque semaine, on réalise des progrès importants. Je veux donc commencer aujourd'hui en faisant une mise à jour. D'abord, on a signé un contrat avec GL Chemtech d'Oakville pour assurer l'approvisionnement en produits chimiques qui sont essentiels au dépistage. Alors qu'on commence à reprendre certaines activités, on doit resserrer d'autres mesures comme le dépistage et la recherche de contacts. On doit donc faire en sorte que nos professionnels de la santé possèdent les bons outils pour administrer plus de tests et les analyser. We also signed 2 new contracts to make sure our frontline workers can continue to do their jobs safely. Joseph Ribkoff, a clothing manufacturer based out of Dorval, will be providing us with 1.2 million made-in-Canada medical gowns, with deliveries starting in July. And the Stevens Company, a medical supply distributor in Brampton, will be supplying 15 million shoe covers as well as 5 million disinfectant wipes, all made in Canada. Over the past few months, our government has helped companies retool their manufacturing facilities and massively scale up production to meet the demands of this crisis. I want to thank every entrepreneur and every worker who's stepped up to contribute to this fight. As we start to reopen and some people head back to work, the need for personal protective equipment and other essential supplies like hand sanitizer and disinfectant will continue to grow. We're making sure we're ready for that. On Saturday, a ship carrying 160,000 liters of hand sanitizer arrived in Vancouver, and we're expecting 7 more ships with hand sanitizer in the coming days. We also have almost 1 million face shields and more than 7 million pairs of gloves on their way to the provinces and territories. And to connect businesses looking for PPE with suppliers, today we're launching a PPE Supply Hub website. We also created new, innovative procurement streams to allow more businesses to develop solutions and products Canadians need because of this pandemic. We've always known that Canada is home to some of the best innovators in the world, and it's been great to see so many of them use their talent and know-how to help our communities during this crisis. In April, we put out a call asking for creative, made-in-Canada prototypes that will help current and future outbreaks of COVID-19 and similar public health emergencies. And in just 2 weeks, we received over 550 proposals. We will soon be selecting some prototypes for testing, and innovators will be able to work with the government to scale up production. Après avoir passé plusieurs mois chez nous, la vie commence tranquillement à reprendre son cours. Il faut évidemment demeurer très vigilant et continuer à suivre les directives des autorités sanitaires, mais certains commerces peuvent commencer à rouvrir et ça, c'est une bonne nouvelle. Les boutiques de quartier, les petites entreprises et les commerçants jouent un rôle essentiel dans nos communautés et on s'est ennuyé d'eux pendant le confinement. Et c'est le temps de les encourager autant que possible, tout en faisant attention et portant un masque si nécessaire. La reprise présente plusieurs défis pour les propriétaires d'entreprises. Après avoir fermé leurs portes pendant plusieurs mois, nombreux sont ceux qui ont du mal à reprendre leurs activités et à réembaucher leurs employés parce qu'ils éprouvent des problèmes de liquidité. Over the past few weeks, as businesses get ready to reopen, more employers are using the Canada Emergency Wage Subsidy to rehire their employees. Just take Track and Trail in Edmonton. Track and Trail was well established in the community, selling outdoor clothing, equipment, and footwear for 36 years. When the pandemic hit, they had to close down their stores. After a number of challenging months, they're now ready to welcome customers again. And as part of getting their shops back up and running, they used the wage subsidy to help rehire their employees. Shops, local entrepreneurs, and business owners are the backbone of our economy. They make our towns and cities better places to call home.
and collectively, they are the largest employer in the country. As we start to reopen, some businesses will need support to get back on their feet, and our government will be there to help with programs like the Emergency Wage Subsidy. I also want to remind people that we launched a hotline service to help entrepreneurs and small business owners, including not-for-profit organizations and charities, navigate these uncertain times. People with pressing financial needs can now call 1-866-989-1080 to speak with an accountant or a business advisor. Je veux terminer ce matin en rappelant à tous les gens d'affaires qu'on a lancé une ligne téléphonique pour vous aider à naviguer cette période incertaine. Les entrepreneurs et les petites entreprises, y compris les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif, pourront maintenant composer le 1-866-989-1080 pour obtenir l'aide d'un comptable ou d'un conseiller financier. During this pandemic, our government has been there for Canadians every step of the way, and we will continue to propose measures to support them. On Saturday, we shared draft legislation with the opposition parties, which included additional proposals to help people. This legislation will aim to provide direct support to people with disabilities, support more workers through the wage subsidy, and ensure that Canadians who aren't able to meet certain judicial timelines, such as bankruptcy, aren't unfairly punished. We will also strive to make CERB payments more flexible, while making sure that those who knowingly and wrongfully claim the CERB face consequences. Discussions are ongoing, but I fully expect us to be able to work well with the opposition to deliver this important support to Canadians. Les prochaines semaines s'annoncent chargées alors qu'on commence à reprendre certaines activités. Mais comme toujours, vous pouvez compter sur notre gouvernement pour la suite des choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions par le téléphone aujourd'hui. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. For questions, star 1. Pour les questions, étoile 1. Première question, Michel Lamarche, TVA. À vous. Bonjour, M. Trudeau. J'aimerais vous entendre sur cette proposition du NPD d'une prolongation de la PCU de 4 mois. Est-ce que c'est une possibilité ou est-ce qu'il faut présumer que ça va s'arrêter d'un coup, cette prestation, pour tous ceux qui ont obtenu les 16 semaines? Je pense que c'est important de comprendre qu'à chaque étape, Michel, on est en train de regarder quelles sont les bonnes mesures pour protéger les gens et qu'est-ce qu'on doit faire pour relancer, recommencer notre économie. La PCU a été mise en place pour aider les gens qui n'avaient plus aucun revenu, qui avaient perdu leur emploi à cause de la COVID-19, et ça a aidé plus de 8 millions de personnes. Évidemment, dans une économie à plein essor, quand on recommencera dans les mois à venir, on n'aura plus besoin de la PCU. Mais cette période de transition où maintenant on est en train de rouvrir quelques entreprises, quelques secteurs de l'économie, mais pas toutes. Il y a encore autour de 3 millions de personnes qui n'ont pas d'emploi et qui en voudraient un. Donc on sait qu'il va falloir qu'on regarde comment on finit avec la PCU, comment on transfère les gens vers la subvention salariale et comment on prend les bonnes mesures pour pouvoir relancer l'économie tout en appuyant les gens. Et c'est toutes des discussions qu'on est en train d'avoir entre nous au gouvernement, mais aussi avec les autres partis. Effectivement, c'est un enjeu qu'on surveille de proche et on est ouvert à toutes sortes de suggestions. In English. As you know, Michelle, the Canada Emergency Response Benefit was brought in to help those millions of Canadians who lost their jobs because of the pandemic and needed support to be able to pay their rent, to pay for their groceries, to support their families. And we did that. Obviously, as the economy starts to reopen, there will be more and more people going back to work. More and more companies will choose to take the wage subsidy, and therefore people will be leaving the CERB to get onto that because people can start working and be connected to a job even while they get income support.
But obviously, with around 3 million people unemployed and looking for work, it is going to be a while before we get enough jobs to consider that things are back to normal. So we're looking very carefully at how we will move forward with the package of measures that we've put forward in a way that makes sense to both encourage people to get back to work, encourage companies to get going again, while at the same time supporting and protecting those people who cannot work because of the pandemic. So we're going to continue our discussions both internally and with other parties to get this right for Canadians. En suivi, Michel? Oui, est-ce qu'il faut comprendre de ce que vous dites qu'il y aura des changements en ce qui a trait à la PCU, notamment des initiatives pour le retour au travail au cours des prochains mois? Et je veux vous entendre rapidement sur les fraudeurs. Qu'est-ce qui fait que vous avez changé d'idée? D'abord, oui, il y aurait des changements à tous nos programmes. Au fur et à mesure que la pandémie évolue, que la situation au Canada se rétablit un petit peu, on va certainement ajuster nos programmes pour répondre aux besoins de nos communautés et des citoyens, des travailleurs et des familles. Donc, on va continuer, comme on a fait depuis le début, à ajuster, à évoluer sur nos programmes. Par rapport à la prestation canadienne d'urgence, on a pris la décision dès le début d'envoyer l'argent au plus grand nombre de gens possible. Si on faisait trop si on rendait ça trop compliqué lors de l'application, si on devait faire trop de vérifications pour chaque cas avant d'envoyer la PCU, on n'aurait jamais pu envoyer les chèques en dedans de quelques semaines à des millions de Canadiens qui en avaient besoin de façon urgente. Mais on savait que ça voulait dire que par la suite, on allait devoir mettre en place des mesures pour corriger les erreurs et effectivement pour contrer la fraude qui, malheureusement, se passe dans toutes sortes de circonstances. Évidemment, s'il y a des gens qui ont fait une erreur, qui ont pris et la PCU et la subvention salariale, ils vont devoir repayer l'un des deux, mais ils ne vont pas être punis pour avoir fait une erreur dans un système où il y avait énormément d'incertitudes. Mais on a besoin d'avoir des mesures concrètes et précises pour aller chercher cette petite minorité de criminels qui prennent avantage d'un moment de pandémie, d'un moment de difficulté dans la société pour profiter de façon injuste et illégale. Et on veut mettre de l'avant des mesures pour contrer ces fraudeurs-là délibérés. The Canada Emergency Response Benefit was put in place in a way that we knew would maximize the speed with which it would reach the millions of Canadians that needed it. That's why we didn't put a tremendous amount of complicated checks and background checks and verifications up front, because we needed to flow that money quickly to the millions of Canadians who had no more paychecks and didn't know how they were going to pay for their groceries or their rent. And that's what we did. But we always knew from the beginning that there would be mistakes and indeed that there would be a small number of fraudsters who would try to take advantage of it. Now, there may be a number of people who mistakenly took both the CERB and the wage subsidy because they weren't sure what they were going to do and they were really worried and they just took everything. Those people will simply have to pay back the one that they shouldn't have been taken, and we're not looking at punishing people who made honest mistakes. Obviously, this is a time for us to pull together as a country. But unfortunately, in every situation, there are a few criminals who will deliberately try to take advantage of a moment of solidarity, a moment where we're in crisis and we're trying to help each other out by deliberately frauding the system. And as I said, defrauding the system. As I said from the very beginning, we will make sure that we are punishing people who try to take advantage of this situation. And we've put measures in place that will allow us to go after the deliberate fraudsters who are trying to game the system for criminal benefits. Thank you. Operator, next question. Thank you. Merci. Next question, Ryan Timothy, National Post. Line open. Yeah, good morning, sir. I'm wondering, several of the opposition parties have said that as part of their support, they want to see a fiscal update from the government
You didn't have a budget this year for obvious reasons, but I'm wondering why we're not going to see a fiscal update, or if we're going to see a fiscal update before the end of Parliament sitting. We've continued, Ryan, to demonstrate openness and transparency on all the measures we've put forward. We've answered questions on all of them, both from the opposition, from press conferences like these. We've announced all the measures we're putting forward, and there has been a tremendous amount of transparency. The challenge with fiscal updates is a core part of that is predicting what things are going to look like for the rest of the year and for the coming years. And obviously in this situation, any predictions we make will be wildly unreliable, even from one week to the next. We're grappling to understand what exactly the Canadian economy is doing in this unprecedented situation. We will, however, continue to look at ways of being open and transparent with Canadians about the measures we've put forward, about our expectations for the coming weeks. And that kind of transparency is just what Canadians expect, and we'll be working with Canadians on that. Okay. Je pense que les gens savent qu'on a été transparent depuis les débuts avec toutes les mesures qu'on a mises en place pour les Canadiens. On est en train de prendre régulièrement des questions des médias, des oppositions, de partager nos investissements avec le Comité des finances pour que les gens puissent voir comment on est en train d'agir et réagir dans cette pandémie. Le défi avec des... Excusez-moi. Le défi avec des rapports ou des mises à jour économiques, c'est qu'il y a une partie intégrée de ces mises à jour qui est une prévision de ce qui va se passer pour le restant de l'année, pour les années à venir. Et évidemment, on est dans une situation extrêmement incertaine où on a du mal à savoir exactement ce qui va se passer dans un mois ou deux, laisse faire dans 2 ou 3 ans. Donc, on va continuer de chercher des moyens d'être ouverts et transparents, mais les gens ne doivent pas s'attendre à ce qu'on puisse avoir une idée claire de où on pourrait être au 1er janvier 2021. C'est encore extrêmement incertain et notre priorité demeure de rester dans le moment pour appuyer les gens de la façon qu'on a besoin de faire. Following up, Ryan? Yeah, sir, I'm wondering, though, the Parliamentary Budget Officer has been able to make projections. You've been able to cost all of your programs to date. I know what you're saying about the unpredictability of the Canadian economy, but, next week you're going to ask Parliament to approve $87 billion in new spending. Wouldn't it be beneficial to have a best guess of where that's going to put the country's debt and deficit? We have been, obviously, and the Parliamentary Budget Officer and at Finance Committee, we've been tallying up the costs and the expenses and the investments that we've been making to support Canadians through this. But establishing or laying out the state of our economy when our economy is, for the large part, frozen or in a coma, like right now, most or so many businesses and economic activity is simply suspended. It's not gone. It's not never coming back. It's not quietly going along slowly. It's just in suspension. And to know what's going to happen when it restarts is extremely uncertain. So we will continue to be open and transparent about all sorts of things in terms of what we're doing and how much we're spending and what our path looks like, what our expectations for that spending in the coming weeks looks like. But a fiscal update that talks about, what our projected revenues or expenditures could be 6 months from now or a year from now would be incredibly unreliable because we just don't know what the impact of this pandemic is on the sum total of the Canadian economy because we are suspended right now. La réalité, c'est que de créer des prévisions sur ce que notre économie pourrait avoir l'air une fois qu'elle recommence, on ne le sait pas. Parce que nos entreprises, nos business, nos organisations à travers le pays sont en suspens maintenant. Est-ce qu'ils vont rouvrir à moitié capacité, à 3/4, à 100% pour certains, ou est-ce qu'ils vont disparaître tout simplement? Il va y avoir énormément de différentes situations dans les mois à venir au cours de cette pandémie, si on a une deuxième vague, s'il y a des impacts à l'international aussi. Donc, nous allons continuer de démontrer
toute transparence et ouverture par rapport aux dépenses qu'on est en train de faire et qu'on prévoit faire dans les mois à venir. Mais d'établir quel est l'état de notre économie et quel sera l'état de notre économie dans 1 an ou dans 3 ans, ce serait complètement de se baser sur des estimés et même des choix quasiment aléatoires de ce que ça pourrait être. Merci. Opérateur, prochaine question au téléphone. Thank you. Merci. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous. Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. Pour en revenir au projet de loi qui va être déposé demain, le chef du NPD, un peu plus tôt ce matin, disait craindre que ça pourrait criminaliser encore davantage des communautés racisées, des Autochtones. Qu'est-ce que vous lui répondez pour le rassurer? Je comprends tout à fait cette inquiétude, mais ce n'est pas du tout l'intention de ce projet de loi. Nous voulons, avec ce projet de loi, tout d'abord, aider les Canadiens. Les Canadiens vivant avec des handicaps, on va leur envoyer de l'argent. On va s'assurer que plus d'entreprises puissent qualifier pour la subvention salariale. On va s'assurer d'aider plus de gens par ce projet de loi, mais effectivement, on est en train aussi de se donner des mesures pour contrer les fraudeurs qui choisissent délibérément de prendre avantage du système dans un moment où tout le monde est en crise et un peu vulnérable. Donc, nous ne voulons pas et nous n'avons pas du tout l'intention d'aller pénaliser les gens qui font des erreurs, mais nous devons d'avoir un système qui a la rigueur pour contrer ceux qui sont des criminels. Mais j'ai bien hâte de travailler avec les autres partis pour réduire leurs préoccupations, peut-être faire des modifications à ce projet de loi pour améliorer la façon qu'il aide les Canadiens et protège l'intégrité de notre système. En suivi, Mélanie? Oui, concernant la PCU, M. Trudeau, corrigez-moi si je me trompe, mais au cours des derniers jours, des dernières semaines, vous sembliez envoyer le signal que ça allait bientôt prendre fin. Aujourd'hui, vous dites être ouvert à une prolongation ou à un réaménagement. Qu'est-ce qui a changé depuis si ma lecture de votre position est correcte? Bien, depuis le début, on savait que la PCU existe pour aider les gens qui ne travaillent pas, qui ne sont pas au travail. Au fur et à mesure que l'économie reprend, que les gens peuvent retourner au travail, on va avoir de moins en moins de besoins. Mais avec les pertes d'emploi qu'on a vues, les 3 millions de Canadiens qui voudraient un emploi qui n'en trouvent pas, on sait qu'on va en avoir besoin pendant encore un bon bout de temps. La subvention salariale ne sera pas là pour aider tout le monde qui a perdu un emploi. Donc, nous sommes en train de regarder comment nous allons faire cette transition vers une économie qui commence à rouvrir avec plus d'entreprises qui prennent la subvention salariale, mais avec quand même bien des gens qui ne peuvent pas travailler à cause de la COVID et qui ont besoin d'appui direct. Merci. Opérateur, dernière question au téléphone. Merci. Thank you. Prochaine question, Lina Dib, La Presse canadienne. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. Excusez-moi, je suis surprise. Je pensais que les Français avaient fini. Donc, je voudrais revenir sur la question de la PCU et du projet de loi que vous allez déposer mercredi. Donc, si je comprends bien, quand vous dites aller chercher cette petite minorité de criminels, vous supposez que cette petite minorité de criminels, ce ne sont pas des gens racisés, comme le suppose M. Singh? Je pense qu'on a un système qui se doit d'être intègre. Les gens s'attendent à ce que dans une pandémie comme ça, où on est là pour nos voisins, où les gens sont en train de s'entraider, ils ne voudraient pas que ceux qui choisissent délibérément d'exploiter un choix qu'on a fait dans ce système, d'envoyer l'argent d'abord aux gens pour ensuite faire des vérifications,
Je pense que les gens veulent que le système soit juste. Évidemment, on va regarder toutes les situations, on va regarder le cas par cas, mais nous avons besoin d'avoir un système rigoureux pour s'assurer qu'on est en train d'aider les bonnes personnes. En suivi, Lina? D'accord. Et pour ce qui est de cette transition de la PCU à la subvention salariale, je comprends que c'est ce que vous vouliez dès le départ, que les gens utilisent plus la subvention salariale que la PCU. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas beaucoup marché. Alors, est-ce que vous avez un plan, des idées sur comment vous allez faire pour pousser les gens vers la subvention salariale? Je veux juste te corriger un petit peu, Lina. Dès le départ, on savait que les gens avaient besoin de la PCU. Les gens ont perdu leur emploi. L'économie s'est arrêtée carrément pendant 2 mois. Les gens n'avaient plus ce lien avec leur travail. Il y avait des millions de personnes qui ne recevaient plus de chèques de paye. On avait besoin que ces gens-là restent à la maison, qu'ils n'aillent pas essayer de chercher des revenus dans un moment de confinement. Donc, la PCU était là pour quand l'économie était arrêtée au complet et on voulait que l'économie s'arrête au complet pour protéger la santé des gens. Mais évidemment, au fur et à mesure maintenant qu'on reprend l'activité économique, que les gens retournent au travail en faisant attention, bien sûr, on va voir beaucoup de gens quitter la PCU pour se mettre sur la subvention salariale ou pour tout simplement reprendre leur emploi. Et au fur et à mesure que ça évolue, on va voir de moins en moins de gens qui vont avoir besoin de la PCU et donc on va amener des modifications au système. Mais le système est en train de fonctionner étape par étape de la bonne façon. Glenn McGregor, CTV News. Prime Minister, BNN Bloomberg is reporting this morning that finance officials are preparing to deliver a fiscal update sometime this summer. Your government didn't deliver a federal budget this spring, and Canadians don't really have a clear picture of where the government finances are. Will you commit to delivering either a budget or a fiscal update before Labor Day? We have been open and transparent every step of the way about our investments, about the measures we're taking to support Canadians. We've been presenting regularly at Finance Committee all of our expenditures. We've been debating measures in the House. We've been taking questions from media, from opposition parties, every step of the way, because transparency during a time of crisis is extremely important. And we will continue to look for ways to share with Canadians what we're doing, how we're helping them, and what kind of fiscal frame we find ourselves in. The challenge with any fiscal update is as the economy starts up again, it's very difficult to know what that will look like. We can certainly have a range of projections that will vary widely depending on how many businesses reopen and to what percentage. Are restaurants going to be half full? Are they going to rehire? Are they going to shut down and go bankrupt? Are people going to start going out again and shopping? Are they going to hunker down for the summer in their cabins or at home and not go out? I mean, there are so many things that we simply don't know that making projections about what our economy could look like 6 months from now or a year from now would be an exercise in invention and imagination. Obviously, we need to continue to be transparent and concrete about everything we're doing and forecast what kind of expenditures we're going to have in the coming weeks and months. But a proper fiscal update is something that includes usually projections on 3 to 5 years in the future that we simply don't know about. The Parliamentary Budget Officer has produced a deficit projection of $260 billion. I don't think he would consider that invention or imagination. But regardless of what that figure is exactly, future governments are going to have to carry that debt. The servicing costs on that are going to be very high. Sorry? The servicing costs on the debt that you're going to have to carry, that you're adding to now, right? Interest rates are at historic lows, Glenn. Okay, but it's still a lot of money. No. It's still a lot of money. No. And you don't know where. Okay, but how are you going to pay for that? How are you going to pay for those costs in future years? Are you going to increase taxes or are you going to cut programs? Okay. Right now, we're in an absolutely unprecedented situation where our economy had to completely shut down.
And the government chose to and needed to be there for people while they lost their paychecks, while they could not be comfortable in how they were going to be able to support their families, pay their rent, pay for their groceries. We put forward measures to support Canadians right across the country so that we could stay healthy and so that we could have an economy to come back to as soon as the opportunity arose. We have been absolutely transparent every step of the way about these investments we're making for Canadians, about how we are supporting millions of Canadians, millions of people, thousands upon thousands of small businesses across this country get through this unprecedented time. Canada went into this crisis with a far better fiscal position than just about any other G7 country, and we are coming through it extremely well as well. The investments we're making that will allow Canada to bounce back strongly from this are the kinds of things that we needed to do during this pandemic. And as we move forward, because of historically low interest rates, the debt servicing costs will be low. But we will need to look very carefully at how we remain fiscally responsible as we move forward. But the best thing to focus on is ensuring that Canadians can come back from this strongly, that they can get back to work, that they can reopen their stores and their businesses, that they have confidence once again in our economy and our future. And those are the things that we needed to do in the short term in order for us to have a long term for our Canadian economy. Okay. Nous faisions face à une crise sans précédent, où des millions de Canadiens faisaient face à des situations où ils n'avaient plus d'argent, ils n'avaient plus de chèque de paye pour pouvoir payer leur épicerie, pour pouvoir payer leur loyer, pour pouvoir prendre soin de leur famille. Et nous devions, en tant que gouvernement, et nous avions choisi de les aider. Parce que pour pouvoir passer à travers cette crise de santé, de façon à pouvoir revenir en grande réussite à la fin de cette crise, nous avions besoin d'investir immédiatement pour appuyer les Canadiens. Et la meilleure façon d'avoir une économie en santé dans les années à venir, c'était d'assurer que les gens puissent tenir le coup pendant cette crise. Et c'est le choix que notre gouvernement a fait. Avec les taux d'intérêt à un niveau historiquement bas, le fait que le gouvernement ait choisi d'appuyer les Canadiens comme on l'a fait, c'était la meilleure façon de minimiser les conséquences et même le coût de ces mesures pour les années et les décennies à venir. Bonjour, M. Trudeau, Louis Blouin de Radio-Canada. À la fin de la période de 16 semaines de la PCU, il y a un tas de gens qui vont tomber dans le vide, qui se demandent qu'est-ce qui va leur arriver, qui n'auront pas accès à la subvention salariale, qui n'auront pas d'emploi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là qui vivent de l'incertitude actuellement et qui se demandent ce sera quoi la transition? Et j'aimerais savoir si vous pouvez leur expliquer c'est quoi les mesures que vous considérez. Est-ce que c'est une PCU plus ciblée, plus flexible? Est-ce que c'est le retour à un programme revu d'assurance-emploi? Pouvez-vous nous donner quelques indications là-dessus? Depuis le début, on a dit en tant que gouvernement qu'on allait être là pour les gens, qu'on allait les appuyer. On a créé la PCU pour appuyer les millions de gens qui ont perdu leur emploi à travers le pays. Et même si l'économie commence à reprendre, on reconnaît très bien que ce n'est pas tous les emplois qui vont revenir bientôt. Les gens vont continuer d'avoir besoin d'aide et on va faire des annonces dans les jours à venir qui vont expliquer comment exactement on va les aider, mais je peux rassurer les gens qu'en tant que gouvernement, nous allons continuer d'être là pour vous appuyer pendant cette crise. Sur la question de la fraude, est-ce qu'il y aura des effectifs supplémentaires pour faire des vérifications? Et qui les fera d'ailleurs? Parce que si on annonce des pénalités comme ça et qu'il n'y a personne pour les faire appliquer, c'est un peu un écran de fumée. Est-ce que vous avez prévu ce côté-là, les effectifs pour faire les vérifications? Depuis les débuts, on a mis en place des effectifs pour assurer
une fois qu'on a envoyé l'argent, que les mesures soient envoyées et appliquées de la bonne façon. Nous allons continuer de travailler avec la fonction publique extraordinaire qui a déjà fait un travail incroyable à travers le pays pour livrer ces programmes-là, pour s'assurer que l'intégrité de ces programmes soit respectée et qu'il y ait des conséquences pour tous ceux qui essayent de frauder délibérément ces programmes. Good morning. You as a government, you talk about being transparent, you talk about using evidence to guide your policy decisions. What evidence do you now have, what analysis have you done to look at why people are not transferring from the CERB to the wage subsidy and how to go forward as the economy reopens? I think the important thing to understand was the emergency response benefit was there to support people during the time, and is there to support people during this time of crisis when they lost their jobs because of COVID-19. They cannot work because of this pandemic through no fault of their own. And the government needs to be there to support them so they can continue to support their families, continue to pay rent and buy groceries. The Canada Emergency Response Benefit was created for the time when we were telling everyone, stay home, don't go to work, shut down your businesses, keep your neighbors safe. It was there to replace revenue at a time where massive parts of the economy were completely shut down. And it serves and served its purpose extremely well and will continue to be necessary until we move forward enough to get most people back to work. As people start getting back to work, as people start thinking about that link between employer and employee in businesses, small and large, right across the country, more and more businesses will start taking on that wage subsidy as a way of preparing and reopening. This is a natural progression of things from that moment of we need people to stay home and not collect paychecks to now we want you thinking about your job and reconnecting as different parts of the country are reopening in a progressive way, in a gradual way. So the transfer from most people on the Canada Emergency Response Benefit towards more and more people on the wage subsidy as the economy picks up again is exactly what we foresee and exactly how the system should work. Prime Minister Janet Silver, Global News. In mid-May, when we first heard reports that there was some fraud with CERB, you discounted the abuse, saying that it was probably just a few people among millions of Canadians who are applying for this benefit. But now you're bringing in legislation that will fine or imprison people for fraudulent claims. I'm just wondering what specifically changed in the last 3 weeks to change your thinking to push for this? The thinking hasn't changed at all. We always knew that the choice we had to make with the Canada Emergency Response Benefit was minimizing the amount of paperwork and verification up front so that it could flow rapidly to the millions of people who needed it. But we knew at the same time that there would be mistakes made, good faith, honest mistakes that we would need to clean up afterwards and make sure that people paid back if they got both the wage subsidy and the response benefit, for example. And there's no harm, no foul on that if it's an honest mistake. But unfortunately, we also knew that, as with any system, there would be a very small minority, as I pointed out, of people who deliberately try to take advantage of the system. And we need to make sure that we have the tools to be able to assure the integrity of the system. People's confidence in their institutions, people's confidence in how their tax dollars are spent and invested is really important. And people need to know that criminals who try to take advantage of a system, particularly at a time where we're pulling together as a country, where we're looking out for each other, where we're supporting each other, is still important. So we're making sure that we do have the tools. Hopefully, we will not have to use them very much at all because the vast majority of people are of good faith and just trying to support their families and trying to do the right things to get us all through this.
but we do need the tools to go after those who deliberately choose to take advantage of people and systems vulnerability in a time of crisis. Hi, Prime Minister. Tom Parry, CBC. One of your MPs, Marwan Tabbara from Kitchener, is facing charges. He stepped back from your caucus. These charges date back to April. I'd like to know when you or your officials learned about them and what action you're going to be taking. As we said, I and my office only learned about the serious charges against this MP on Friday. No one in my party or my organization knew anything about them until Friday. And when we found out about these serious charges, the correct steps were taken for Mr. Tabbara to remove himself from the Liberal Party of Canada caucus. That is the measure that we have in place, and that is what we're doing. Okay. Nous n'avions appris de ces allégations sérieuses que vendredi, en tant que parti, en tant que formation politique. Ni moi ni mon bureau ne savaient avant ce jour-là ce qui s'était passé. Évidemment, c'est des allégations très sérieuses et donc M. Tabbara s'est retiré du Parti libéral pendant que la justice prend son cours. And the RCMP says it's prepared to move ahead on body cameras. In your conversation with the commissioner, was it you saying to the commissioner, this is something I want the RCMP to do? Was it the commissioner saying to you, this is something we should do? Where did the idea come from? It was a conversation in which it was raised as one of the things that people had been talking about, and the commissioner pointed out that there had been studies and there had been pilot projects. There were concerns around the technology. There were concerns around the logistics involved, particularly in some of our more remote areas. And there were, of course, concerns around the financial cost of this. But in that discussion, it became clear that those were sort of practical challenges that could be resolved, and that it was probably an idea that's time has come to for greater transparency. But of course, it is only one measure amongst many, many things that we need to do to address systemic challenges in this country to racialized and Indigenous Canadians. There are so many different things that we need to look at as a country to take concrete action on, and that is something that we're engaged with, not just our justice system, but with Canadians, with organizations, with different advocacy groups, to look at how we can take this moment to bring real action forward to transform this country for the better. But who raised it, sir? Was it you or the commissioner? I don't recall. It was a conversation in which it came together, it came up. Merci beaucoup. C'est ce qui m'a fait la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci tout le monde.